On va s'arrêter ce soir sur ce possible tournant dans la lutte contre le virus. Joe Biden, encore lui, a pris tout le monde de court la nuit dernière en se disant favorable à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Dans son sillage, l'OMC, l'Union européenne, Emmanuel Macron se sont soudainement dit eux aussi favorables. C'est un peu nouveau et même un peu surprenant quand on sait qu'hier encore dans l'hémicycle du Sénat, le ministre Cédric O trouvait que la levée des brevets était une fausse bonne idée. La France est-elle un peu contrainte et forcée de suivre un président américain qui semble donner le là? On va ouvrir cette discussion avec nos invités dans un instant. D'abord les faits, les réactions avec Gaspard Flamand. Dans la bataille pour une production de masse des vaccins anti-Covid-19, les États-Unis apportent leur soutien surprise à une suspension de la protection des brevets par la voix de la représentante au commerce Catherine Tai. Ces temps et circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Les États-Unis soutiennent le renoncement des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid-19 pour mettre fin à la pandémie. L'Afrique du Sud et l'Inde avaient déjà fait cette proposition en octobre. Ils souhaitaient une levée des protections pour que chaque pays puisse produire des vaccins sans se soucier des brevets, et ce jusqu'à ce que la majorité de la population mondiale soit immunisée. L'Union européenne, elle, ne s'était pas prononcée favorablement, mais la déclaration récente des États-Unis bouscule les choses. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à discuter de la façon dont la proposition américaine de dérogation sur la protection de la propriété intellectuelle pour les vaccins couverts peut permettre d'atteindre cet objectif. Changement de position également en France. Lors de l'inauguration d'un nouveau centre de vaccination ce matin, le président Macron dit vouloir suivre la ligne américaine, alors qu'il a toujours été réticent sur le sujet. Oui, nous devons évidemment faire de ce vaccin un bien public mondial. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Vous m'avez entendu le dire il y a un an, quand nous avons lancé l'initiative ACT-A. Véritablement permettre à ce que la propriété intellectuelle soit levée. C'est au Conseil général de l'OMC que tout va se jouer. Des débats sur le sujet ont déjà eu lieu avant même l'annonce de Washington. D'ici la fin du mois de mai, 3 nouvelles réunions doivent s'y tenir. Et avec nous ce soir pour en parler, David Cormand, bienvenue, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, coprésident de la délégation Europe Écologie, c'est difficile, hein, j'ai un peu de mal, au Parlement européen, et vous êtes membre de la commission budget et de la commission marché intérieur. Bonjour. Olivier Babot est également avec nous, bienvenue, vous êtes économiste, Bonjour. Président fondateur de l'Institut Sapiens et auteur de ce livre, Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités. Avec nous également à distance, Karine Milsan, bienvenue, vous êtes économiste de la santé, professeur à l'école d'économie de Paris et chercheuse au CNRS. Et Ronan Le Gleut est avec nous. Vous êtes bienvenue. Vous êtes sénateur LR représentant les Français établis hors de France. Vous êtes membre de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et votre profession initiale, c'est examinateur à l'Office européen des brevets. Merci à tous les 4 d'être avec nous. On reparlera du tournant insufflé par Joe Biden. D'abord, le fond du sujet, David Cormand. Pourquoi être pour, pourquoi être contre? Je voudrais qu'on essaye d'expliquer à nos téléspectateurs. Et vous, évidemment, vous êtes pour la levée de ces brevets. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi. Il y a une raison, j'ai envie de dire, éthique. D'abord, ces vaccins qui ont été développés à une vitesse hallucinante. Un vaccin, habituellement, c'est plusieurs années, autour de 10 ans. Là, ça a été fait en quelques mois, en moins d'une année. Ça a été fait avec de l'argent public. L'administration américaine, mais au niveau de l'Union européenne, c'est des dizaines de milliards qui ont été mis à disposition pour accélérer cette recherche. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup d'achats de vaccins qui sont faits aussi avec de l'argent public. Et donc là, il y a quand même un aspect éthique. Il n'y a pas de raison que ce soit des intérêts privés qui fassent bénéfice de cette affaire, alors même qu'il n'y a même pas l'argument de la recherche. Deuxième sujet, c'est qu'on est dans un domaine de santé. Troisième argument, pour ne pas être trop long, il y a la question sanitaire. Vous avez entendu, vous savez, on sait qu'il y a beaucoup de variants qui se développent, et si on veut éviter que ces variants se développent, il faut réussir à vacciner très rapidement tout le monde, pas seulement nous dans les pays riches, mais sur l'ensemble de la planète, puisque les gens circulent, le virus circule, et donc il y a un impératif sanitaire au plus vite possible à vacciner la plus grande partie de la population mondiale pour que on tue la capacité du vaccin à circuler, donc la proportion de risque à ce que des variants se développent. Olivier Babot, je vous vois prendre des notes. Je crois savoir que vous êtes contre la levée de ces brevets et toujours dans cette démarche de pédagogie vis-à-vis de nos téléspectateurs. Pourquoi ?
Alors, j'ai bien conscience que si on faisait un James Bond, je serais le méchant avec le chat sur les genoux. Vous êtes le méchant. D'abord, il en faut un parce que sinon le James Bond perd tout son intérêt. On est bien d'accord. Bon. Maintenant, c'est pas parce qu'une idée est généreuse qu'elle est vraie. J'adorerais que ça soit le cas. Mais malheureusement, en économie, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'on vise ? On vise la possibilité de vacciner beaucoup plus de monde, y compris dans, grosso modo, le sud du globe. Bon. Il n'est pas certain aujourd'hui que ça soit les brevets qui soient la première des choses qui nous en empêchent. On a probablement un goulet d'étranglement au niveau de la production. La capacité à mettre en production ces vaccins, c'est probablement ce qui nous manque, parce que il y a les vaccins, elle est connue, hein, la recette, elle est sur le site internet d'ailleurs, souvent des producteurs, donc c'est pas ça le problème. Donc c'est une limite technologique déjà. Déjà, il y a une limite, disons, quel est l'objectif ? C'est que, voilà, est-ce que ça va réussir à l'objectif ? C'est pas certain. Malheureusement, il y a des problèmes qui sont différents. La deuxième chose, c'est un peu une question de pédagogie. De faire une pédagogie de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, Washington, en précisant qu'ils étaient pour la levée, ont quand même dit une phrase importante. Ils disent « L'administration croit fermement aux protections de la propriété industrielle ». Et moi, je crois que beaucoup de gens qui militent pour cette levée, il y a pour eux une sorte de précédent qui se créera en disant « Mais regardez, vous voyez bien qu'on doit lever les trucs ». Alors, il faut faire un tout petit peu de pédagogie économique. On parle de levée provisoire. Hein. Oui, provisoire. Et je suis d'accord que la situation est vraiment exceptionnelle. C'est tout à fait vrai. Mais faisons un tout petit peu de pédagogie économique, mais extrêmement rapidement. Si je suis un grand musicien, c'est pas le cas. Je suis un grand musicien, je fais de la musique, je travaille des années pour m'améliorer, et je fais un morceau de musique qui est formidable, tout le monde reconnaît que c'est formidable, qu'il apporte vraiment quelque chose à l'humanité culturellement, et on va me dire non, mais tu n'auras aucune rémunération, parce que c'est tellement important, que c'est un bien public, que quelque part d'ailleurs tu as été éduqué par l'éducation nationale et donc quelque part tu n'as fait que rendre. Voilà. Est-ce qu'on pense que c'est juste ? Première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'on pense que c'est la meilleure incitation ? Parce que pour les médicaments, malheureusement, c'est le vrai problème. C'est 10 à 12 ans, c'est des milliards d'investissements quand vous êtes un pharmacien. Le risque évidemment, c'est qu'à terme, il y ait moins d'incitation privée, parce que de temps en temps, l'intérêt privé fait indirectement l'intérêt général, il y a moins d'incitation demain pour permettre d'autres développements utiles. Voilà. Et ça, c'est le grand argument avancé notamment par les laboratoires. Karine Milsan, il tient cet argument ou pas ? Il tient dans le sens où ils doivent avoir un retour sur investissement. C'est la rémunération du temps passé et du risque pris de ne rien trouver. Maintenant, ici, cet argument est un peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table. Donc, si vous voulez, on prend un bien privé. L'argument de la santé ne tient pas. Parce que dans ces cas-là, les médicaments aussi devraient être gratuits, si on étend. Donc, quand c'est un bien qui est purement fabriqué de façon privée, eh bien, il est normal, en fait, de récompenser celui qui a pris ce risque avec son propre argent et de lui octroyer un brevet sur une durée déterminée. Ici, il y a différents points. Le premier point, c'est que ce n'est pas que de l'argent privé, c'est de l'argent public. Donc, à quel moment faut-il mettre le curseur pour considérer que c'est un bien qui appartient également au domaine public, même s'il a été développé par une firme privée ? Est-ce que cet argent public aurait pu être investi dans un laboratoire purement public pour trouver aussi rapidement un vaccin ? Ça, je ne crois pas. Donc, il y a, si vous voulez, une espèce de consensus à trouver avec les laboratoires. Et pour trouver ce consensus, il faut un peu les pousser. Il faut un peu dire, il faut pousser à la levée de brevet, et en poussant à la levée de brevet, on arrive à un consensus entre les deux, parce que ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vaccins, et que quand on est face à un monopole, et ça c'est un cours d'économie classique, quand on est face à un monopole, des oligopoles, c'est-à-dire plusieurs firmes qui produisent des vaccins, mais pas suffisamment de firmes, on ne produit pas suffisamment. Et donc même si on redistribue, c'est pas suffisant. Ronan Le Gleut, plutôt qu'une levée des brevets, vous avez déposé une proposition de loi, je crois, pour demander la mise en place de ce que vous appelez une licence d'office. Oui, alors permettez-moi déjà de rappeler que ça pose quand même une vraie question de souveraineté. Parce que pendant 6 mois, le gouvernement, avec insistance, qu'il s'agisse du ministre de la Santé, Olivier Véran, qu'il s'agisse de Agnès Pannier-Runacher, de Cédric O, et le 23 avril du président de la République lui-même, le 23 avril, c'est hier. 6 mois ont répété avec insistance que la levée des brevets, c'était l'expropriation,
Et aujourd'hui, parce que Joe Biden, le président des États-Unis... Vous avez raison, et c'est un chapitre qu'on va aborder, je l'ai dit en introduction. Je voudrais juste d'abord que vous me répondiez sur le fond, et notamment sur votre proposition de loi. Très bien. Mais écoutez, il faut distinguer effectivement ce qui est du ressort de l'expropriation, c'est-à-dire la levée des brevets, de ce que je propose, c'est-à-dire l'amélioration d'un système qui rentre dans le cadre de l'OMC, qui s'appelle la licence d'office. La licence d'office, c'est une procédure qui existe en droit français aujourd'hui et que je propose d'améliorer dans une proposition de loi, où le ministre de la Santé saisit Bercy dans un processus qui donne une redevance au breveté. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument permettre aux entreprises pharmaceutiques de pouvoir investir et faire de la recherche. Or, si on tue la propriété intellectuelle, on tue la recherche. Et il faut se préparer. Bon, on a un petit souci de connexion. C'est une mesure. Non. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Alors, pas très bien. On va peut-être régler le problème de connexion. David Cormand, si on tue les brevets, on tue la recherche ? Oui, mais enfin, ça a déjà été dit. En l'occurrence, c'est pour ça que la métaphore du compositeur talentueux que vous évoquiez ne fonctionne pas. Parce que là, en l'occurrence, le compositeur dont vous parlez, il a été financé en amont, pas seulement à l'école, mais avec de l'argent public, avec des revenus, un salaire, et on lui a dit, on te donne de l'argent, que tu trouves ou pas un super morceau qui sera un succès au hit parade, de toute façon, on te garantit l'argent. Et c'est ça qui s'est passé. Les laboratoires dont on parle n'ont pas pris de risque au sens financier du terme. Ça a été financé non seulement la recherche, mais on leur a garanti le fait d'acheter avec une opacité des contrats. Je ne reviens pas là-dessus, mais enfin, tout ça contribue quand même à un système où s'il y a un problème de souveraineté, c'est un problème de souveraineté de santé publique pour les citoyennes et les citoyens et de la force des États avec des firmes qui, en fait, pile, elles gagnent, face, c'est nous qui perdons. Dans tous les cas de figure, elles sont ça. Donc là, l'aspect, dont on pourrait débattre par ailleurs, de la libre entreprise, etc., on n'est pas dans ce schéma-là. C'est pas du tout un schéma. Parce qu'il y a eu de l'argent public. Mais il y a eu énormément d'argent public. Ronan Le Gleu, on vous a retrouvé, peut-être vous voulez répondre ? Oui, écoutez, sans la recherche privée, c'est-à-dire celle des labos pharmaceutiques, il n'y a pas d'invention telle que aussi spectaculaire que sur les brevets et les médicaments. Et si on tue la recherche, parce qu'il faut bien comprendre que le système de propriété intellectuelle a été inventé à une époque où justement les labos pharmaceutiques se volaient l'invention du voisin. Et c'est justement pour éviter d'avoir à voler l'invention du voisin qu'on a inventé un système de propriété intellectuelle pour permettre de récompenser la recherche. Le système de récompense de la recherche permet qu'un investisseur privé réalise à des objectifs privés, intérêt collectif, c'est-à-dire un intérêt de santé publique. Et donc, il ne faut pas anéantir la propriété intellectuelle, car on anéantirait la recherche. Bon. C'est pourquoi la licence d'office, qui elle est prévue dans les textes de l'OMC, s'appelle les accords ATPI. On vous entend malheureusement, on entend un mot sur deux. Dans cette affaire, c'est bien aussi peut-être la surpuissance des laboratoires pharmaceutiques qui interroge, qui pose question. C'est ce qu'on appelle le Big Pharma. Est-ce que ça nous fait peur ? Est-ce qu'on est un peu frileux avec ces laboratoires pour essayer de les contrer ? C'est pas moi qui pose la question. Ne me regardez pas comme ça. C'est l'eurodéputé Michèle Rivasi au micro de Marie Brémaud. Il y a quelques semaines déjà, elle évoquait cette question. Écoutez. C'est qu'on est complètement soumis aux diktats des laboratoires. Et en utilisant les licences obligatoires, c'est comme si vous voulez, on contourne la volonté des laboratoires. Mais on n'a plus le choix, il faut absolument le faire. Olivier Babot, est-ce qu'on est soumis à un diktat des labos ? On dit que big is beautiful. En France, big is frightening. On a toujours un petit peu peur de ces grandes entreprises. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de complotisme, d'ailleurs, dont les anti-vaccins, n'est-ce pas, se nourrissent. Moi, je crois que si on essaie de regarder les choses de façon très très froide, sans avoir d'intérêt, peu importe, c'est de se dire, c'est quoi les incitations efficaces ? Certes, nationaliser les pertes et privatiser les gains, ça c'est un truc à éviter. Mais enfin, nationaliser les gains et privatiser les pertes, c'est pas génial non plus. Donc effectivement, il faut quelque chose entre les deux. Donc le système des brevets, donc par exemple, quand vous inventez une molécule, vous mettez 10-12 ans, vous en avez plein qui tombent au panier. C'est des milliards, mais vraiment au sens propre, des milliards d'investissements.
Et il y a un système qui fait que pendant un certain temps, vous avez un droit exclusif. Au bout d'un moment, ça devient un médicament générique. Et après, la question, c'est le curseur. C'est à quel moment vous allez mettre le curseur pour que vous dites, bon, ça y est, il s'est payé de ses investissements, son incitation à recommencer la recherche, qui est collectivement bonne pour l'humanité, a été suffisante. Maintenant, on fait des génériques que tout le monde va pouvoir faire et ça fait baisser le coût et on en profite beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment cette question-là. C'est une alchimie subtile. Il faut y toucher avec des doigts tremblants. On les prend avec des pincettes. Donc vous admettez qu'on les prend avec des pincettes quand même, ces grands laboratoires. Ah, et qu'on les traite. Le problème de l'opacité des contrats, par exemple, cette difficulté à avoir les contrats passés entre l'Europe et les grands laboratoires, c'est quelque chose qui semble un peu anormal. Je ne suis pas juriste, je ne sais pas. Non, mais c'est la cause de l'opacité. Je veux dire, l'explication de l'opacité, je ne l'ai pas. Voilà, je ne sais pas. Je pense. Est-ce qu'il y a des explications stratégiques, par exemple? Est-ce que c'est important du point de vue de la concurrence entre les. Parce qu'il y a quand même de la concurrence, et heureusement, il n'y en a pas une seule grande pharma, ils sont plusieurs et ils sont en concurrence. Ça, en général, le fait qu'ils soient en concurrence, c'est quand même la meilleure garantie qu'aucun ne s'impose trop par rapport à l'autre sur les clients, évidemment. Karine Milsan, est-ce qu'on a peur de ces labos? Est-ce qu'on est effectivement soumis à un diktat, comme le dit Michel Rivasi? À partir du moment où les biens proviennent de laboratoires privés, forcément, on est soumis à un diktat. Donc ça ramène à la question qui a été posée, qui a été soulevée début de crise principalement, qui est la construction une production de biens au niveau européen. Et derrière tout ça, c'est un peu la question. C'est-à-dire qu'on est là face à des firmes qui sont privées, qui certes ont été financées, ont reçu de l'argent en public, mais parce qu'en fait, il n'existe pas au niveau public de la recherche permettant de produire un vaccin. Ronan Le Gleu. Oui, si vous permettez, il faut quand même rappeler qu'il n'est pas question de brevet de vaccin. C'est-à-dire qu'il est question de brevet sur les techniques de fabrication. C'est-à-dire que BioNTech, par exemple, qui travaille avec Pfizer, a des brevets qui sont des brevets délivrés. Il faut distinguer la demande de brevet du brevet délivré. Et BioNTech dispose de brevets délivrés sur les techniques de production d'ARN messager ou de nanoparticules de lipides. Et de la même manière, l'université d'Oxford, pour le vaccin AstraZeneca, dispose de brevets d'invention, de techniques de fabrication d'ARN recombinant. Donc en fait, c'est les techniques de fabrication qui sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Donc c'est pour ça que... Oui ? J'ai rien dit. Ah, pardon. Donc c'est juste pour dire que quand on parle de brevets, ce sont des brevets de procédés de fabrication. Ce ne sont pas en réalité de brevets sur les vaccins eux-mêmes, si on veut être vraiment très précis. Et donc là, il est vraiment question en fait de la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde d'octobre 2020 auprès de l'OMC, qui est le bon niveau, c'est-à-dire le niveau international, puisque la France seule, en l'occurrence, ne peut pas décider de la levée des brevets, puisque tous les accords sont au sein des accords ADPIC de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. En revanche, ce que la France peut faire seule, et c'est le cadre de la proposition de loi que j'ai déposée le 8 avril, donc vous voyez, il y a un mois, ce qu'une nation comme la France peut faire seule, c'est de décider la licence d'office, qui est une autre voie qui permet à la fois de mieux protéger pour la santé publique, tout en protégeant le droit de la propriété intellectuelle, qui est crucial pour l'avenir, parce que ici, on n'est pas sur une mesure pour l'immédiat, mais qui nous dit que l'année prochaine, nous n'aurons pas besoin d'inventer de nouveaux vaccins pour de nouveaux variants ou de nouvelles pandémies à venir. Et donc, il faut préparer l'avenir et il faut continuer à motiver les laboratoires pour qu'ils continuent à investir massivement dans la recherche. Les motiver ou les brusquer, David Cormand, ou pas ? Les deux ne sont pas contradictoires. Après, les laboratoires dont on parle ne se sont pas retrouvés sur la paille à l'issue de la crise sanitaire que nous vivons. D'ailleurs, ils se sont plutôt enrichis, comme d'autres grands groupes d'ailleurs qui travaillent. Vous avez fait un livre sur le numérique, notamment dans le numérique, qui pose d'ailleurs d'autres problèmes de monopole. Mais c'est un autre débat. Et la question par rapport à tout ça, au fond, c'est la même. C'est comment la puissance publique, comment l'intérêt collectif régule ces surpuissances privées qui s'organisent. Il ne s'agit pas d'être contre le privé, c'est-à-dire à quel moment ces pleins pouvoirs
où cet excès de pouvoir prend trop de place dans un état de droit ou dans une société Vous sentez qu'ils ont pris trop de pouvoir, j'allais dire ces gros lobbies pharmaceutiques, parce que en tout cas, vous savez, depuis un an, on est privé de nos libertés fondamentales. De celui de se circuler librement, de se voir. Il y a des dispositions d'urgence sanitaire qui atteignent ce qui sont quand même des fondamentaux absolus. Un peu plus peut-être que la protection des propriétés privées, peut-être d'ailleurs sur les droits fondamentaux qui fait que nous sommes dans une démocratie. Et là, d'ailleurs, les citoyens et les citoyennes français, notamment, ont, je trouve, accepté avec discipline et sens des responsabilités. Et là, tout d'un coup, on nous dit, vous avez fait des efforts depuis un an, vous avez renoncé à des droits fondamentaux qui fait qu'on peut définir qu'on est dans une démocratie pour des raisons sanitaires. Mais là, attention, on va toucher à des brevets, à des intérêts de groupes privés qui se sont, je le répète, enrichis et ont financé cette recherche avec notre argent, avec de l'argent public. Et là, on dit, ah ben là, ça, il ne faut pas y toucher. Vos droits fondamentaux, il faut s'arranger, vous comprenez, ma bonne dame. Par contre, la propriété privée de ces grands groupes, ça serait un drame absolu si on y touchait. Enfin, il y a quand même un déséquilibre par rapport à tout ça. Il y a un déséquilibre, Olivier Babot ? C'est dur d'être le méchant dans le James Bond. Non, je sais pas, j'aime bien les chats en plus. Mais il faut faire attention à ce que la reconnaissance ne devienne pas une accusation. On est bien content d'avoir la Big Pharma quand même, pour nous avoir apporté en quelques mois, alors qu'on attendait ça en 1 an et demi, voire en 2 ans, une solution. Donc déjà, c'est quand même très bien. Attention à ce qui n'est pas, comme il y a des gens malheureusement qui soutiennent, que ça aille pas vers l'idée, regardez, ils s'enrichissent, à qui profite le crime. On sait donc qu'en fait tout ça a été une manipulation et qu'ils ont fait ça pour pouvoir mieux nous vendre les vaccins. Il y a quand même des gens, très sérieusement, qui nous expliquent ça sur les réseaux sociaux. Ça, ne sont pas très sérieux, ils le disent sérieusement, mais enfin, on est entre gens sérieux ici, il n'y a personne ici qui pense ça. Justement, donc essayons de faire la pédagogie pour dire, bon, heureusement qu'il y avait ces gens-là. Quand on connaît un petit peu le monde des affaires, la pharmacie, c'est un peu comme l'automobile, c'est Dallas, c'est ce monde impitoyable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concentration. Pourquoi ? En fait, c'est des entreprises qui se font bouffer par les autres, parce qu'elles n'ont pas la taille critique, parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir un médicament, à avoir un blockbuster. Et donc, c'est la course aux investissements, des investissements de plus en plus importants, avec un vrai drame si la molécule à laquelle vous croyez finit par ne pas marcher. Et là, par exemple, pour Sanofi, pour le français, c'est très inquiétant, je peux vous dire. C'est-à-dire qu'il y a en effet des entreprises qui vont augmenter leur puissance, donc évidemment ceux qui ont les vaccins qui marchent le mieux, et ceux qui n'auront pas réussi dans la course, ils vont se faire bouffer, il va y avoir de la concentration. Alors oui, à la fin, ça peut finir malheureusement par créer des formes de monopole ou d'oligopole. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais il faut aussi se mettre à la place de ces entreprises qui sont dans des business. Alors en effet, moi je fais partie des gens qui pensent que nous avons sans doute une médecine beaucoup trop curative et pas assez préventive. Ça c'est absolument certain, et que quand on vend des médicaments, on a peut-être moins intérêt à développer une médecine préventive. Mais bon, ça c'est au pouvoir public. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est un métier extrêmement difficile, avec des technologies qui changent. On ne fait plus les mêmes médicaments, on va les faire avec des biotech qui sont complètement différentes. C'est comme l'automobile, c'est-à-dire qu'il y a une vraie comparaison à faire qui change tout le business. Donc c'est pas si facile, voilà, c'est pas juste des gens assis sur des tas d'or, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors sur ce dossier, vous aurez aussi remarqué qu'après le oui de Joe Biden, et ça va vous faire plaisir qu'on en parle, Ronan Le Gleut, beaucoup se sont soudain dit favorables à cette levée des brevets, à commencer par donc Emmanuel Macron. Et pourtant, hier, ici même, au Sénat, lors des CAG, lors des questions au gouvernement, son ministre, Cédric O, trouvait que c'était une fausse bonne idée, et il nous expliquait pourquoi par A plus B. Écoutez. Est-ce qu'une levée des brevets de manière temporaire serait de nature à répondre aux défis que vous évoquez ? Je ne suis pas sûr. Il est même possible que ce soit une fausse bonne idée pour la raison suivante. D'abord, le premier problème n'est pas un problème de brevet. Même si tous les brevets étaient en accès libre, il n'y aurait pas de production supplémentaire pour les pays du Sud avant fin 2022, compte tenu de la complexité industrielle que cela représente. Il faut 18 mois pour valider une usine. Deuxièmement, nous avons nécessité de faire en sorte que les industriels continuent à investir dans la recherche pour développer les réponses aux nouveaux variants. Si nous leur retirons la propriété intellectuelle, il y a des risques qu'ils soient désincités d'investir dans la recherche sur les nouveaux variants. Alors ça vous a énervé, hein, Ronan Le Gleut. Donc je me tourne tout de suite vers vous. Il y a un changement de pied très clair là de l'exécutif français ? Écoutez, ce que dit Cédric O hier dans l'hémicycle du Sénat, qui est quand même l'enceinte du Parlement de notre nation, la France. En réalité, le gouvernement le dit avec insistance depuis 6 mois, puisque vous pouvez parfaitement retrouver la position exacte du ministre de la Santé, Olivier Véran, utilisant exactement les mêmes termes dans les mêmes
conditions que Cédric O hier au Parlement, mais Agnès Pannier-Runacher de la même manière, et même le président de la République lui-même, le 23 avril dernier, donc avant-hier, a dit exactement la même chose. Et donc vous voyez que Emmanuel Macron, Pannier-Runacher, Véran, Cédric O, tout le gouvernement, le président, les ministres, ont une position depuis 6 mois, et parce que aujourd'hui Joe Biden, le président des États-Unis, dit complètement l'inverse, parce que là c'est un retournement à 180 degrés, eh bien ils suivent, et vraiment ça pose la question de la souveraineté, c'est-à-dire comment est-ce que notre nation, la France, peut-elle être vue du point de vue de l'étranger comme une grande puissance dès lors qu'elle suit aveuglément les États-Unis et dit le contraire de ce qu'elle disait la veille, tout simplement parce que les États-Unis changent d'avis. Pour moi, ça me pose une question fondamentale sur la souveraineté de la France, quelle est véritablement la place de notre pays et quel regard porte le monde sur nous dès lors que nous sommes capables de changer d'avis en un claquement de doigts parce que tout simplement les États-Unis changent d'avis. D'autant plus que Berlin fait savoir ce soir que le gouvernement d'Angela Merkel, lui, veut que les brevets restent protégés. Donc l'Allemagne ne suit pas Joe Biden, la France suit Joe Biden. Karine Milsan, qu'est-ce que ça vous inspire? Et même au-delà de ça, est-ce que ce qu'a fait Biden est absolument historique? Est-ce qu'il est en train d'emmener avec lui tout un tas de pays qui au départ ne voulaient pas de la levée de ces brevets? Alors, il est étonnant, ce retournement est forcément étonnant. Je pense que Joe Biden a envie de montrer un énorme tournant aux États-Unis. Donc, c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur. Au-delà de ça, la question de lever les brevets est ce qui a été dit hier par Cédric O, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe. Et je reviens sur ce qu'il a dit. Parce que effectivement, ça demande d'être en capacité de produire, au-delà de la levée du brevet, ça demande de produire le vaccin lui-même. Donc, on a aujourd'hui une autre possibilité qui peut être associée en fait au lever du brevet, ou du moins une certaine forme de rémunération au laboratoire avec un entre-deux, quoi, entre le brevet lui-même et puis la situation où les laboratoires ne recevraient rien. Et à côté, il y a la mise en place du COVAX, qui est la distribution gratuite des vaccins, puisque ce dont ont besoin présentement les pays en développement, les pays qui ne peuvent pas en fait acquérir le vaccin, c'est d'avoir des vaccins. Et c'est pas d'avoir un brevet dont ils ne sauront que faire à l'instant T. Donc on est là dans une situation assez paradoxale où moi il me semble que ce qui était énoncé précédemment par Cédric O rentrait bien dans cet axe de la complexité. On peut mener une réflexion sur comment assouplir en fait les règles sur le brevet liées à la situation totalement exceptionnelle et puis liées au fait que les laboratoires ont reçu des sommes très importantes des autorités publiques, et également lier ça à quelque chose qui existe déjà et largement soutenu par l'Europe, qui est la distribution de vaccins. David Cormand, pour conclure. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Nous, les écolos, les Verts au Parlement européen, on avait demandé 3 trucs. La transparence absolue sur les contrats, 2, COVAX, c'est-à-dire le fait de livrer aux pays du Sud dans des délais pour les raisons sanitaires que je disais en début d'émission, et puis la levée des brevets. Et donc, et c'est vrai aussi que la levée des brevets en soi n'est pas la formule magique. Il ne suffit pas de lever les brevets pour que dans votre cuisine, chez vous, vous bricoliez votre vaccin parce qu'il y aurait la recette sur Internet. C'est pas ça. Sur le changement de pied de... Sur ça, mais pour moi, je dirais, le changement de pied, bon, ça c'est un problème de ce gouvernement dont on a l'impression quand même qu'il fait du zigzag dans la crise sanitaire, mais même de manière générale. Et franchement, soit le gouvernement pensait sincèrement qu'il ne fallait pas lever les brevets parce que ça ne servait à rien, c'est pas ma position, mais elle se défend, et donc il fallait la tenir. Ouais. Soit on pense que ce n'était pas le cas, et donc pourquoi, en 24 heures, ils ont changé d'avis. Mais derrière la question dont on parle, moi, ce qui me fout en rogne, plus que la question de la France ou quoi, c'est le manque de leadership de l'Union européenne dans cette affaire. Nous sommes la première puissance économique du monde. Nous sommes le premier marché du monde. Mais nous sommes un nain diplomatique, nous sommes un nain budgétaire, et nous n'avons pas de leadership en termes de message, je veux dire, politique au sens noble à adresser. Et donc là, c'est les États-Unis qui fixent
le tempo. Et moi, je suis très en colère parce qu'au niveau du Parlement, vraiment un mot là-dessus, si nous étions une vraie entité fédéraliste, tout ce que dit Biden aujourd'hui, il y aurait eu une majorité au Parlement pour prendre cette position politique-là. Et là, à cause du rôle des États-nations au sein du Conseil qui se contrôlent, se jaugent, se contrebalancent, on est complètement paralysé dans un moment de crise économique, de crise sanitaire, de crise écologique, où il faudrait au contraire assumer des positionnements. Et il y a des majorités politiques au Parlement pour ça, pas au Conseil. Et c'est un eurodéputé qui le dit. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à 18h et à 22h. Demain, bonjour chez vous, 7h30. Oriane Mancini recevra notamment Emmanuel Vargon, ministre délégué chargé du logement. Excellente soirée.